Bonjour et bienvenue dans l'émission Parlons Sophrologie. Et aujourd'hui, j'ai encore la grande joie d'inviter Alain Héril. Bonjour Alain. Bonjour Patricia. Pour parler d'un sujet qui, à mon sens, est tout à fait d'actualité dans cette fin d'année avec le temps qui s'assombrit, la sinistrose qui est présente, pour parler autour de ce grand thème, la joie. Oui, effectivement, la joie est une émotion qui normalement devrait à l'intérieur de tout être humain mettre en place une lumière intérieure, puisque la lumière extérieure, effectivement, cette période, elle a tendance à décliner. Effectivement, c'est quelque chose qui devrait pouvoir nous égayer, nous permettre d'être bien avec nous-mêmes, avec les autres et puis avec notre environnement général. Et nous voyons que ce n'est pas aussi simple et aussi facile d'aller installer en soi cette joie, en tout cas de la vivre et de la rayonner. Et donc, tu as écrit un livre qui s'appelle Le sourire intérieur, avec en sous-titre « Savoir accueillir la joie ». Alors, j'aimerais bien qu'on échange un petit peu autour de cette thématique et en reprenant des idées qui sont dans ce livre. Et je trouve que le livre commence fort par cette idée « À chacun sa joie ». Qu'est-ce que tu entends par là ? C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est que d'une part, la joie, c'est une évidence, c'est une émotion. Mais c'est important de le dire parce qu'il y a une différence entre le sentiment et l'émotion. Le sentiment, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus mental, de l'ordre du concept, alors que la joie, c'est quelque chose de corporel. Donc, quand je dis à chacun sa joie, c'est que à chacun son corps et à chacun sa manière de vivre la joie dans le corps. Mais cette notion du corps qui est en lien avec la joie, pour moi, est une notion importante parce que c'est vraiment revenir à une attention à soi, à une attention à ses émotions, à une attention à son corps. Et cette attention-là, qui est pas une attention si naturelle que ça pour la plupart de nos contemporains, fait que, en fait, dans le rapport qu'on va avoir au monde, on va avoir chacun une forme de joie qui va être différente, une forme de joie vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ses espaces corporels, vis-à-vis des autres, de son conjoint, de sa conjointe, de ses enfants, de ses amis, de ses collègues de travail. Et donc, je crois que c'est très important de bien signifier qu'il n'y a pas une espèce de joie qui serait commune à tout le monde, où il y aurait un espèce de savoir-faire ou de recette qui fonctionnerait à tous les coups, c'est-à-dire pouvoir accéder à la joie, accueillir la joie en soi, c'est déjà savoir qui on est, savoir comment on fonctionne. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très individuel et qui concerne le regard que l'on va porter sur soi-même, sur son histoire et sur son rapport à soi et puis aux autres. Alors tu nous dis qu'effectivement la joie c'est quelque chose qui se vit dans le corps et tu nous amènes cette idée justement associer la joie à des endroits du corps. Alors tu parles d'une psychocorporalité de la joie. Est-ce à dire que on ne vit pas tous la joie au même endroit du corps ? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus spécifiques que d'autres ? Est-ce qu'on peut vivre la joie dans la globalité du corps ? Où est-ce que tu en es dans cette idée-là aujourd'hui ? C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de défendre dans le livre, c'est que pour avoir une joie globale, il faut déjà la parcelliser. C'est-à-dire que de comprendre qu'une joie qui est inscrite dans le cœur, qui est une joie qui va s'associer avec l'ouverture du cœur, avec la capacité de rencontrer l'autre à cet endroit du corps, n'est pas la même que la joie qui va s'installer dans le bassin, qui est plus une joie qui est de l'ordre de la rencontre dans la sexualité, par exemple. C'est pas la même chose qu'une joie qui va s'installer dans les bras, dans les mains, qui est une joie d'accueil. Donc, ça me paraissait important de pouvoir distinguer justement chaque partie du corps et chaque joie qui est liée à cette partie du corps, pour ensuite, bien sûr, aller dans le sens qu'il y a une joie globale qui est possible, et de dire que cette joie globale, c'est un état d'être, c'est une manière d'être au monde, et que, quels que soient les événements que l'on vit, il y a une possibilité d'être constamment en lien avec cette joie profonde, cette joie globale. Mais pour que cette joie soit globale, il est nécessaire aussi de pouvoir se rendre compte que on a différents types de joie à l'intérieur de soi. Alors en même temps, tu nous dis ce que n'est pas la joie. Parce qu'on aurait peut-être tendance à penser que la joie, c'est de l'extase. Et tu nous dis non, la joie, ce n'est pas de l'extase. Oui, parce que ça me paraît être important, bien entendu, de définir la joie parce qu'elle n'est pas, parce que nous avons bien sûr dans les liens sociaux différents types de manières d'être les uns avec les autres, mais par exemple une bonne blague qu'on va se raconter entre amis, ça va créer un état de gaieté, par exemple, qui va être partagé
bien entendu. Mais c'est pas la même chose qu'une joie profonde, qui est pas forcément une joie qui va se traduire par des éclats de rire et le fait de se rouler par terre. C'est pas si simple que ça. Et donc, ce qui est de l'ordre de la gaieté, par exemple, bien sûr, c'est important d'être gai, évidemment. Tu le mets quand même en relation avec le côté joyeux, la bien gaieté. sûr, tout à fait. Mais il y a une, c'est un peu je dirais le but du livre, c'est d'arriver à comprendre que nous avons une joie à être au monde, et cette joie à être au monde, elle participe d'un rapport au monde qui est un rapport qui a à voir avec la spiritualité, qui a à voir avec la philosophie également, et que dans toutes les formes de joie qu'on va rencontrer, l'hilarité, la gaieté, ça ne correspond pas forcément à la joie profonde. Et donc toutes ces formes de joie que j'essaye de décrire dans le livre, qui ne sont pas cette joie un peu globale, ce sont des joies réactives. C'est-à-dire que si je vois quelque chose de drôle dans la rue, je vais avoir une joie réactive. Ça va me faire rire, ça va créer du sourire, et c'est très bien, hein, bien sûr, je ne le discrimine pas. Mais en même temps, il y a une joie plus profonde qui correspond à un travail sur soi. Et cette joie-là, c'est un peu celle que je veux mettre en avant dans le livre, c'est ce sourire intérieur dont je parle. Oui, donc tu places en fait une joie plutôt superficielle en réaction à des événements de la vie. Exactement. Et une joie plus profonde qui va s'acquérir par un vrai cheminement. Donc il y a un chemin pour aller vers cet état d'être de joie en fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on peut être complètement dépressif, pas bien dans sa vie et tout ça, et rire quand même, mais ça va être un rire réactif. C'est-à-dire que c'est un rire qui va venir parce qu'il y a un événement extérieur qui va nous faire rire et qui va créer une joie temporaire à l'intérieur de nous. Je parle aussi beaucoup du rapport au temps dans le livre, et il me semble qu'il y a à l'intérieur de nous différentes manières de vivre le temps, et que nous avons en nous un temps qui est un temps profond, qui est un temps où on est en lien avec des dimensions, je dirais presque d'éternité. C'est-à-dire quand nous avons quelque chose qui est, c'est ce que Jung appelle le soi, hein, la perspective du soi. À l'intérieur de nous, il y a une possibilité d'atteindre quelque chose qui est atemporel. Et cette atemporalité-là, elle est en lien avec une forme de joie. Et ça, c'est cette joie profonde, c'est cette joie d'être, c'est cette joie d'exister. Alors, et c'est simple à dire, voilà, je suis heureux d'être. Très simple, c'est très simple, mais c'est pas si simple que ça à atteindre. C'est pour ça que je dis que ça fait partie d'un développement personnel, et c'est une joie d'être au monde, quels que soient les événements que nous sommes amenés à vivre. Et donc, et cette joie-là, elle se recherche, elle demande du travail, et une fois qu'elle se trouve, elle va mobiliser à l'intérieur de nous une puissance à être avec soi-même, une puissance à être avec les autres, ce qui fait que lorsqu'on est sur ce terrain-là, la vie devient plus facile, plus profonde, plus riche. Et là où je cherche à alerter les lecteurs dans ce livre, c'est sur le fait que cette joie-là, lorsqu'on la possède, elle illumine notre manière d'être au monde. Et il me semble que c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Alors, je n'invente rien à ce niveau-là. C'est présent dans beaucoup de traditions. Moi, je suis très influencé par le zen. J'en ai fait pendant plusieurs années autrefois. Et c'est ça qu'on cherche dans le zen. Ce que dit le zen, c'est qu'il y a des éléments d'illumination qui sont présents dans tous les moments de la vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir des moments d'illumination en faisant sa vaisselle, en marchant dans la rue, en regardant quelqu'un, voilà. Et ces éléments d'illumination, ce que le zen appelle le satori, ces éléments-là sont liés intimement à la joie. C'est une espèce de participation au monde qui est une participation joyeuse. Et c'est ça que j'essaye de mettre en avant dans le livre, et de dire que lorsqu'on touche à cette joie-là, il y a une manière d'être au monde qui est plus sereine. Oui, c'est un véritable changement de point de vue que tu nous proposes finalement. Comment on peut être joyeux en train de nettoyer son assiette dans laquelle on a mangé un super bon plat finalement, qui nous a rendu joyeux aussi, à chaque instant de la vie. Alors, il y a une idée là qui m'a un petit peu interpellée, c'est quand tu dis la joie n'est pas l'expression du bonheur. Alors,
qu'est-ce que tu fais comme relation? Pourquoi tu places cette joie qui n'est pas finalement comme une expression? On cherche tous à être heureux, à être dans le bonheur, et naturellement, on aurait envie de relier cette joie au bonheur. Et là, tu dis, ben non, la joie n'est pas l'expression du bonheur. Oui, tout à fait. Alors c'est une des idées fortes, si je puis dire, du livre. et donc par rapport à ça, je me base beaucoup sur mon expérience de thérapeute. Ça fait 25 ans que je consulte maintenant et que j'ai entendu beaucoup de personnes qui viennent pour des symptômes, pour des difficultés, mais aussi avec cette interrogation du bonheur. Le problème, c'est que le bonheur, c'est un concept. Le bonheur, chacun on emporte le souhait. On souhaite être heureux, bien entendu, dans sa vie, mais le bonheur aussi, il est social. C'est-à-dire que la société nous envoie des messages qui sont des messages directs ou des messages indirects, qui ces messages nous disent, voilà, être heureux, c'est atteindre telle chose, c'est avoir une belle maison, une bonne réussite professionnelle, un écran plasma, une tondeuse. Donc tu veux dire que voilà. Le bonheur vu de la société, c'est tout ce qui est de l'ordre du matériel. C'est de l'acquisition. C'est de l'acquisition. C'est-à-dire que le bonheur, quand moi j'entends mes patients, quand ils me parlent du bonheur, ils me parlent toujours de l'acquisition. C'est-à-dire, pour être heureux, il faut que je puisse acquérir telle chose. Et en général, on est toujours dans quelque chose qui est très matériel. Alors, je ne dis pas qu'il faut complètement renoncer à ça et puis partir, s'installer au sommet de l'Himalaya. C'est pas ça. C'est simplement de se rendre compte que ce qui fait notre bonheur est toujours du côté de l'avoir. Et la joie est du côté de l'être. C'est quand même quelque chose de très différent. Et donc, ça se résume en une phrase, en fait. C'est arrêtez de chercher à être heureux, soyez joyeux. Donc c'est vraiment sur ce terrain-là que les choses se situent et qu'elles me paraissent quand même plus dynamiques, parce que être heureux, c'est quelque chose qui se détermine par la somme des acquisitions. Est-ce que j'ai eu ça? Est-ce que je l'ai pas eu? Si je l'ai pas eu, je suis pas heureux. Donc comment je peux faire pour l'avoir? Et ça met la plupart des gens dans un état de crispation. Alors que la joie est quelque chose qui met dans un état de détente et d'ouverture, exactement. Et en même temps, il y a une idée dans la joie qui me paraît être très importante, c'est que lorsque nous sommes joyeux, on est ouvert à la surprise, on est ouvert à l'inattendu. Alors que le bonheur, dans cette crispation dont je parle, le bonheur, c'est on sait déjà qu'est-ce qu'il faut avoir pour être heureux. Alors que être joyeux, c'est un état d'être qui nous ramène aussi à l'instant présent. Voilà, je suis dans cet état-là, là maintenant, et à partir de cet état, j'accueille ce qui vient. Donc, bien sûr, il y a un lien entre le bonheur et la joie, mais en même temps, ce que je veux souligner, c'est que le bonheur entraîne beaucoup de nos contemporains dans quelque chose qui finalement va amener de la tristesse de ne pas être heureux, la tristesse de ne pas avoir eu un certain nombre de choses. Alors que la joie, c'est vraiment, là encore, je reviens encore, c'est quelque chose qui est en lien avec le corps, alors que le bonheur, c'est finalement un concept très mental, très intellectualisé, et que ça peut nous fourvoyer la recherche du bonheur. C'est finalement très 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 lié à la philosophie bouddhiste, ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée que l'acquisition ne détermine pas mon être. Je ne suis pas un être humain par rapport à ce que je possède, mais je suis un être humain par rapport à ce que je suis et la manière dont je suis. Et c'est là où il y a une différence entre le bonheur et la joie. Et d'ailleurs, dans cette idée du je suis, tu ramènes là une autre idée qui pourrait parfois déranger, parce que tu dis, et je te cite, la joie, c'est une affirmation d'un narcissisme tranquille et prospère, et on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de gens essayent de fuir ce côté narcissique qu'ils relient volontiers au côté égotique, c'est-à-dire, je ne veux pas me mettre en avant et être placé moi, que moi, que moi. Et là, toi, tu dis, mais la joie, finalement, c'est de regarder du côté de ce narcissisme. Alors, est-ce donc alors qu'il faudrait mettre la joie de côté pour ceux qui ne veulent pas être narcissique? C'est-à-dire qu'il faut bien faire une différence entre l'ego et le narcissisme. Le narcissisme, nous en avons fondamentalement besoin, parce que si on n'a pas de narcissisme, on n'accepte pas qu'il y ait de l'autre. Et donc, par rapport à cette notion-là, et c'est vraiment une notion très 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 importante, c'est que c'est la différence qu'il y a entre l'égoïsme et l'égocentrisme. Si je suis égoïste, ça ne veut pas dire que je ne pense qu'à moi. Ça veut dire que je pense que moi, ça existe.
et que m'affirmer moi en tant que personne, c'est le meilleur moyen qui existe pour pouvoir rencontrer l'autre. Sinon, je vais déléguer à l'autre le fait de me prouver que j'existe. Donc ça veut dire que le désir de l'autre, il est supérieur au mien, et que c'est le désir de l'autre qui va déterminer mon désir. Et il me semble qu'à l'heure actuelle, il est important de pouvoir affirmer son narcissisme justement, et affirmer le fait que j'existe, je suis là, je suis profondément là. Il y a le monde avec Alain Héril et le monde sans Alain Héril, et le monde avec Alain Héril, il est mieux que le monde sans Alain Héril. Et c'est la même chose pour tout un chacun, bien sûr. Alors bien sûr, quand je dis ça, on pourrait dire il est hyper égocentrique. Non. L'égocentrisme, c'est de tout ramener à moi. C'est de dire que le monde n'existe que parce que je suis là. Et donc, dire que j'apporte un plus au monde, ça laisse entendre que ce plus, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais l'offrir à l'autre, dans ma relation à l'autre. C'est-à-dire, ce que je suis, je l'offre à l'autre et l'autre m'offre ce qu'il est. Et là, à ce moment-là, quand on rentre dans ces systèmes de communication et de relations, il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui se met en place. Sinon, on est toujours dans l'effacement, dans le fait de se dire je suis petit, je dois être forcément dans une profonde humilité. C'est pareil, c'est le terme humilité, il est sujet à caution aussi, oui. Parce que être humble, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne dois pas exister. Et il me semble que, au contraire, dans le narcissisme, il y a le fait de dire j'existe et je l'affirme, et en même temps, en existant, je mets en place ma possibilité de puissance, ma possibilité de réalisation, ma possibilité d'affirmation, et en faisant ça, j'aide l'autre à pouvoir le faire. C'est vraiment le fait d'accepter l'altérité. Et à partir du moment où on est sur ce terrain-là, la joie qui est partagée avec l'autre, c'est une joie existentielle, c'est une joie de communication. Et là, on est vraiment dans un dialogue d'équité, d'être humain à être humain. Et juste pour terminer là-dessus, c'est exactement ce qui se passe dans la mythologie grecque, chez Narcisse. Parce que Narcisse, quand il se penche sur les temps pour se regarder, en fait, ce qu'on a oublié, c'est qu'il se penche sur les temps parce qu'on le désire, parce qu'on l'aime, et qu'il ne comprend pas le désir des autres. Donc, lorsqu'il se penche, c'est pas pour se voir, c'est pour voir dans son image pourquoi les autres le désirent. Et ça, c'est très important, parce que à l'intérieur de nous, il y a de l'autre, et nous sommes aussi à l'intérieur des autres. Et c'est ce mouvement-là qui fait, je crois, la joie d'être au monde aussi, parce qu'il y a de l'altérité. Donc, être égoïste, oui, ça me paraît extrêmement juste. Pas être égocentrique. Quand on est égocentrique, on évacue l'autre. L'autre n'existe pas, ou alors c'est un objet de mon désir, comme on dit. Et tout ça a à voir fondamentalement avec la joie. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs en sophrologie, dans cette valeur de l'individualité. C'est-à-dire, je me reconnais moi-même comme je reconnais l'autre, dans une dynamique qui peut être universelle et en même temps différente. Donc, dit autrement, tu invites tout le monde à redorer son blason personnel pour ensuite être joyeux, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Et ça permet aussi de pouvoir reconnaître le blason personnel des autres. Et c'est ça qui est important, parce que sinon, on n'accepte pas de se laisser influencé par l'autre. J'ai pas dit manipuler, influencé par l'autre. Et je crois que dans le lien social que nous avons les uns avec les autres, c'est important d'accepter que l'autre existe, qui peut m'influencer, que je peux l'influencer, et que ce registre d'influence mutuelle, ça crée la communication, ça crée aussi la communion, ça crée aussi l'empathie également. C'est tous ces registres-là qui sont des registres à l'intérieur desquels la joie prend place naturellement, et où c'est quand même plus plaisant d'être au monde que d'être continuellement dans la peur de l'autre, dans la peur de soi-même, et dans le fait, comme je le disais tout à l'heure, qu'on va déléguer à l'autre le fait de vérifier qu'on existe et qu'on est au monde. Et ça, c'est très important. Tu parlais de sophrologie, bien sûr, dans ce processus-là, c'est très important. C'est-à-dire, je m'affirme en tant qu'individu. C'est ce qu'on va retrouver chez Carl Gustav Jung aussi, c'est-à-dire dans son processus d'individuation, c'est-à-dire à un moment donné, s'affirmer en tant qu'individu, en tant qu'unique. Et cet unique-là, c'est un unique qui se partage avec l'unicité des autres. Et quand ça se partage dans la joie,
Moi, j'ai tendance à penser que là, on est vraiment au cœur de la vie, au cœur d'une vibration extrêmement forte, et que ça permet de se rapprocher aussi les uns les autres. Parce que si je suis joyeux dans mon corps et que l'autre est joyeux dans le sien, ben, ça permet que les corps se rapprochent plus facilement. Je parle pas de sexualité, c'est simplement du fait que on se touche plus facilement, on s'embrasse plus facilement, on se prend dans les bras l'un et l'autre. C'est-à-dire que là, je partage ma joie d'être avec la joie d'être de l'autre. Et il me semble que là, la vie, elle prend un caractère qui est beaucoup plus fort, bien entendu. Donc ça fait partie des bénéfices qu'on peut obtenir par justement cette vivance de la joie. Est-ce que tu abordes justement les bénéfices? Donc, est-ce que tu peux nous en donner comme ça 2 ou 3 autres de ces fameux bénéfices à être joyeux? Ben, dans les bénéfices à être joyeux, il y a, je dirais qu'il y a presque un bénéfice de santé naturelle. C'est-à-dire que la joie, de toute façon, elle crée. Bon, ça a été prouvé scientifiquement depuis des décennies. C'est-à-dire que il y a un bénéfice de santé à être joyeux, et ça c'est éprouvé depuis des décennies scientifiquement. C'est-à-dire que si je suis joyeux, je vais sécréter beaucoup plus d'endorphines, de dopamine, de sérotonine, et donc ça va me mettre dans un état où même mon système immunitaire lui-même va être renforcé, et que toutes les atteintes extérieures qui vont créer du stress vont être largement minimisées. D'accord, donc on peut me toucher de la même manière en fait. Exactement. C'est-à-dire que la joie, c'est une façon pleine et entière d'être au monde. Mais ça joue aussi d'un point de vue neurophysiologique. Ensuite, dans les bénéfices qu'on peut retrouver à être joyeux, il y a le fait qu'on est plus accessible. C'est-à-dire que l'autre va venir plus facilement vers moi, va chercher à me contacter plus facilement, et que justement, dans ce lien à l'autre, il y a une possibilité de communication, qui est une possibilité qui est beaucoup plus active. Et puis, en plus de ça, je ne vais pas regarder le monde de la même manière. C'est-à-dire que si je suis dans un état dépressif, si je suis dans un état qui est un état où tout me paraît tristesse, mélancolie, difficulté, je vais voir le monde à travers ce filtre-là. Et ce filtre de connaissance du monde va faire que je vais chercher à retrouver à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc si je suis mélancolique, je ne vais saisir que les signes qui vont renforcer ma mélancolie. En revanche, si je suis dans cette joie-là, je vais chercher à retrouver les filtres qui vont correspondre à ma joie intérieure. Et donc là, je vais m'amplifier. Je sais que le verbe n'existe pas, mais je vais m'expandre. Je vais être dans une expansion personnelle. Et ça, cette dimension-là, elle est très importante. Je cite dans le livre une petite histoire qui est une histoire qui est racontée par un des disciples de Lanza del Vasto. Et c'est Lanza del Vasto, il est sur un pont en train de regarder une rivière qui coule. Il y a un de ses disciples qui arrive, et le disciple regarde Lanza del Vasto, et Lanza del Vasto lui dit regarde comme ces poissons sont heureux. Et le disciple lui dit mais je sais pas, comment pouvez-vous savoir que les poissons sont heureux, que les poissons sont dans un état de bonheur? Et Lanza del Vasto lui dit simplement par ma joie d'être là sur le pont. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire c'est vraiment quand on est dans un état de joie, on va saisir tous les indices de la joie qui sont autour de soi, et on va les amplifier, et ça va amplifier notre état d'être. Et je pense aussi que nous sommes dans une société qui, de manière très globale, a plus intérêt à ce que nous soyons dépressifs que joyeux. Et donc être joyeux, je dirais presque que c'est une position, dans le sens philosophique du terme, c'est une position politique. C'est-à-dire, être joyeux, c'est une manière de regarder le monde et d'agir sur le monde qui me paraît beaucoup plus efficace qu'une position dépressive. Donc un nouveau parti politique à créer autour de la joie. Le parti de la joie, oui. Le PDJ. Pas mal, Alain, pas mal. Le PDJ. Donc si vous avez envie d'adhérer à ce futur nouveau parti, n'hésitez pas à nous faire des retours sur le site. Donc c'est un vrai parcours que tu nous proposes aussi dans ce livre. Mais est-ce que c'est si facile que ça d'amener de la joie en soi, alors que, comme tu le disais, aujourd'hui, on a tendance plutôt à prôner tout ce qui va nous amener la sinistrose. Il suffit de regarder le journal télévisé pour voir qu'on a toutes les choses les pires qui nous arrivent et qui d'un seul coup nous plombent.
Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu as des pistes sans être, j'ai bien compris, dans de la recette toute faite, mais des pistes ou des voies d'exploration qui peuvent déjà être un démarrage si, on est un peu dans cette couche superficielle de l'expression de la joie et pas encore dans cet état d'être intérieur? Alors, il y a plusieurs choses dans ta question. Une première qui me vient, c'est que je veux surtout pas donner aux auditrices et aux auditeurs l'idée que il y a des joies qui sont absolument banales qu'on doit pas vivre et puis une espèce de joie totale qui serait le but à atteindre. C'est pas ça. Juste pour préciser, c'est que toutes les joies dont je parle, la bonne blague qu'on se raconte ou ces joies réactives, elles sont bonnes à prendre, bien entendu. Ce que je dis, c'est qu'il y a un autre type de joie qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut, me semble-t-il, rechercher le plus possible à quasiment chaque instant de sa vie et de sa journée. Ça, c'est une chose que je voulais préciser. D'autre part, par rapport à cet état de joie, je sais bien qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, évidemment, et qu'il y a des choses qui sont dures, qui sont pénibles, et je l'entends en tant que thérapeute. Donc je ne vais pas dire à un patient, une patiente qui vient de perdre un être proche, mais c'est pas grave, soyez joyeuse, tout va bien. Évidemment. Mais en même temps, la question qui va se poser, c'est comment nous sommes impactés par ce qui est dur, par ce qui est douloureux, par le monde qui est en souffrance de manière générale. Bien sûr qu'on est impacté. Et bien sûr que nous avons à l'intérieur de nous de la tristesse qui peut exister, de la colère. Évidemment, tout le registre émotionnel, il est bon à prendre et qu'il est bon à vivre. Mais à l'intérieur de ce registre émotionnel, il y a aussi la joie. Et ce que je remarque, c'est que bien souvent, la joie passe au second plan. Et donc, mon discours, c'est de dire, bien sûr qu'on peut être triste, bien sûr qu'on peut être profondément triste, mais ne pas oublier qu'il y a une joie qui existe et que cette joie-là, c'est quand même un moteur, c'est un outil, c'est une des meilleures manières que nous avons pour pouvoir exister, pour pouvoir être au monde et pour pouvoir nous soigner nous-mêmes. Donc, il ne faut pas l'oublier et la mettre de côté. La tristesse ne doit pas chasser la joie. La tristesse, on peut la vivre. On peut être dedans, mais en même temps, il y a aussi la joie qui vient réparer ça. Donc c'est pas la joie est supérieure à la tristesse. Nos registres émotionnels, il faut pouvoir les vivre dans leur intégralité, mais ne pas mettre la joie de côté, parce que mon propos, c'est de dire, au travers des gens que je rencontre, avec qui je parle dans mon cabinet et en dehors, c'est que ne nous laissons pas avoir par ces éléments de tristesse qui sont là et que on est en état de crise, là, tout le monde nous le dit à l'heure actuelle, mais il me semble que l'un des moyens de combattre la crise, c'est d'être joyeux. C'est-à-dire ça n'enlève rien aux outils qu'on va mettre en place pour combattre une crise existentielle, une crise économique, une crise politique. On peut le faire avec joie. Ça n'enlève rien à notre capacité combative, et je dirais même que ça lui donne plus de force, plus d'intensité, et qu'on va trouver de façon plus évidente les moyens pour pouvoir dépasser cet élément-là. Parce que comme toute crise, il faut pouvoir en saisir le bien fondé, le fait que ça entraîne du changement, que ça entraîne une nécessité de pouvoir regarder les choses autrement, ce qu'on appelle un changement de paradigme. Mais les changements de paradigme, quand ils se font avec la joie, les solutions, elles se trouvent plus vite. Donc la joie, quelque part, comme un antidote de la peur, un antidote de la crise, c'est ça que tu, quelque part, mets en avant. Oui, complètement. C'est-à-dire de ne pas, c'est-à-dire que le problème, c'est que la tristesse, c'est une émotion qui est très forte et très puissante et qui peut avoir tendance à nous entraîner vers le fond. Donc ce que je dis, c'est pas faites comme si vous n'étiez pas triste, c'est simplement OK, il y a de la tristesse, mais il y a aussi cet antidote là qui existe et qui est très puissant et très efficace pour pouvoir à un moment donné sortir de la tristesse, traverser la tristesse pour aller vers un endroit où on va trouver le meilleur de nous-mêmes. Et ce meilleur de nous-mêmes, il existe chez tout le monde, que l'on soit dans un moment difficile de sa vie ou que l'on soit dans un moment qui va l'être moins. Mais il est présent chez tout être humain. Et je crois que ça permet aussi d'affirmer notre incarnation. C'est-à-dire ce qui nous permet d'être au monde de façon solide et puissante, c'est notre joie, c'est notre capacité à affirmer le fait que je suis joyeux d'être présent, quoi qu'il arrive. Et donc dans ce quoi qu'il arrive, bien sûr, on va traverser des moments difficiles, mais en même temps, on a quand même un atout qui est là, et cet atout, utilisons-le. Travaillons avec, intensifions-le de manière à pouvoir être plus présents et plus nous-mêmes.
Et nous savons bien qu'effectivement, là où nous dirigeons quelque part notre esprit, notre mental, en général, le reste va suivre. Si je reste connecté à tout ce qui est triste et horrible, incontournablement, moi, vais vivre ça. Alors que si je commence c'est ce que tu nous dis, à penser, à être dans cette idée que la joie est aussi présente, même si je vis des choses difficiles, automatiquement, ça va donner un sens quelque part à mon conscient ou à mon inconscient pour se diriger vers ça. Oui, tout à fait. Parce que Françoise Dolto disait que nous avançons par pertes successives et que la première perte que nous vivons lorsque nous arrivons au monde, c'est la perte du cordon ombilical. Et ça, tout le monde l'a vécu. Mais en même temps, qu'est-ce qui fait qu'on va dépasser cette perte-là, c'est que à la place du cordon ombilical et du placenta, il y a une mère qui est là, et que avec cette mère, l'enfant, le tout petit enfant, va découvrir la joie qu'il procure à sa mère, la joie qu'elle lui procure, la joie d'être au monde, et ça, on le vit dès notre arrivée au monde. Et je pense que c'est important de modéliser ça de façon à le retrouver dans toutes les étapes de sa vie. Et bien entendu, cette joie-là, qui est un moteur qui est extrêmement puissant, il y a la joie participative, communicative, dont on parlait tout à l'heure, et puis il y a une joie plus profonde, qui est une joie plus existentielle. D'un point de vue philosophique, c'est la joie dont parlait Spinoza, par exemple. C'est-à-dire, c'est vraiment une façon d'être au monde, d'accueillir le monde à l'intérieur de soi, et de dialoguer avec lui à partir de la joie, et non pas à partir de la tristesse ou du désespoir. Oui, et dans cette idée-là, tu nous dis finalement, ce sourire intérieur, cette joie nous amène à une forme de jubilation. Exactement. Il me semble que justement que cette notion de joie profonde, c'est la jubilation. Au-delà de la joie. C'est au-delà de la joie. C'est au-delà de la joie. Oui, tout à fait. Dans le livre. En fait. Oui. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est que le sommet de la joie, c'est la jubilation. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, c'est une espèce de pétillement, de feu d'artifice intérieur qui serait là en permanence et qui ferait que il y a une espèce de jubilation à être, c'est-à-dire de se lever le matin et de se dire ouah, c'est quand même génial d'être moi-même, c'est quand même génial d'être au monde, et là je vais dans le monde avec des surprises, des inattendus, des bonheurs qui vont m'arriver, et parce que je suis dans cette joie-là, je vais les reconnaître, je vais les trouver, je vais les vivre et je vais les intensifier. Et c'est ça cette jubilation-là. Alors c'est facile à dire, ça fait joli dans le poste, mais en même temps c'est vraiment un travail sur soi. Et je le répète, c'est un travail qui passe par le corps. C'est pas simplement parce qu'on va lire Spinoza ou qu'on va lire tous les philosophes de la joie qu'on va y arriver. C'est vraiment c'est un parcours, et ce parcours-là, quand on commence à toucher à ces états d'être, on s'aperçoit qu'on est dans le oui, qu'on est dans un oui absolu à la vie, et que cette dimension-là, c'est une dimension qui nous rend libres, c'est une dimension qui nous rend riches, et c'est une dimension qui nous permet de rencontrer l'autre. En tout cas, Alain, c'est un beau cheminement, et ça donne, et j'espère à vous tous en tant qu'auditeurs, un beau sens là de vie. Essayons d'aller vers cette jubilation intérieure, en tout cas de l'amener en nous et de le vivre le plus possible. Nous arrivons à cette fin d'émission. Alain, un petit mot de conclusion peut-être ? C'est-à-dire que je souhaite à toutes les personnes qui nous entendent d'être joyeuses et de trouver, de vivre tous ces registres de joie qui vont de la simple joie à cette jubilation dont je parle. C'est un parcours, c'est un chemin, et ça nous permet d'être mieux les uns avec les autres. Merci Alain Héril, et bien on se dit au revoir et peut-être à une prochaine fois. En tout cas, soyez joyeux le plus possible. Et je reviendrai avec joie. Et moi, je t'accueillerai avec joie aussi. Au revoir. Au revoir.